Mesdames et messieurs, nous sommes en situation de pouvoir procéder à cette petite cérémonie de remise des prix de la Fondation Kairos pour l'innovation éducative. Je voudrais évidemment saluer les personnalités qui sont ici, à commencer par la fondatrice et l'animatrice, Anne Coffinier, saluer mes confrères et consoeurs, ma consoeur Chantal Delsol, mon confrère Denis Kessler, qui sont coprésidents du jury, ainsi que des membres de l'Institut qui sont ici. Saluer les membres du jury, Virginie Soubias, Cédric de Lestange, et saluer les amis de la Fondation qui sont ici présents et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'intéressent à l'activité de la Fondation et de tout ce qui concerne l'innovation dans le domaine éducatif. Alors, vous le savez, je ne vais pas vous présenter la Fondation Kairos, parce que quand même, si vous êtes là, c'est que vous la connaissez. Mais ce prix, chaque année, permet de signaler que la volonté de soutenir l'innovation éducative se traduit quand même aussi par des actes, par des actions, par des lieux, par des personnes engagées, et qu'il y a quelque chose de concret dans cette idée. On a toujours l'impression que lorsqu'on parle d'innovation éducative, c'est une idée générale, mais pas du tout. Comme tout ce qui concerne l'éducation, ça ne peut que s'incarner. Il n'y a que ça qui marche, d'ailleurs. Le ministère de l'Éducation, c'est cette réussite étrange d'un adulte avec des jeunes. Et le fait de primer des acteurs me paraît évidemment ce qui est le plus important. C'est aussi un moyen de donner de la visibilité, de faire connaître des nouvelles écoles, à but non lucratif, bien entendu, et donc de créer une sorte de vivier de bonnes pratiques qui permet à chacun de se faire connaître et de nourrir une ambition ensuite collective, de favoriser des initiatives qui pourraient faire école, c'est le cas de le dire, et surtout dans un contexte de volonté absolue de recevoir les enfants les plus divers. C'est d'ailleurs aussi parce que les enfants sont divers qu'il faut que nos méthodes soient diverses. Alors, Chantal Delsol et Denis Kessler vont vous dire les noms des lauréats, ainsi que le lauréat du prix Coup de cœur. Et nous allons voir à cette occasion qu'il s'agit de projets qui illustrent, chacun à leur façon, une manière d'innover dans les territoires, dans le domaine des langues, dans le domaine de la capacité d'enseignement à s'adapter au profil d'élèves qui ont des besoins spécifiques, c'est-à-dire en fait les trois secteurs principaux sur lesquels peut s'exercer l'innovation, être au plus près des territoires et donc adapter l'offre éducative à la situation géopolitique autour d'école, être au plus près des besoins spécifiques des élèves qui ont chacun un caractère propre, et enfin faire en sorte que tout ceci débouche sur une plus grande capacité à communiquer, à échanger, y compris avec les langues étrangères. Alors, je veux remercier les membres du jury parce que c'est du travail, évidemment, mais les académiciens font ça tous les jours. Les gens qui croient à ce que dit la presse ou qui croient à les apparences pensent que l'Institut, c'est une espèce de maison dorée où on reste tranquille toute la journée. En fait, c'est une ruche incessante qui abrite un grand nombre de fondations, donc un grand nombre de réunions. Et que font ces fondations? Elles choisissent des prix, des lauréats, des gens à primer, des boursiers, des stagiaires. Et qui les choisit? Les académiciens. Et donc toute la journée, il y a ici des réunions de travail qui sont conduites par des personnes comme Mme Delsol ou M. Kessler, qui donnent de leur temps pour permettre de repérer des personnes qu'il faut aider. Alors je les en remercie. Je regrette évidemment l'absence de Jérôme Dédéian, mais nous avons ici aussi des lauréats, mais aussi beaucoup de gens que nous avons auditionnés qui ne sont peut-être pas là, mais je veux les saluer. Voilà, j'en terminerai par là. Je suis heureux de voir que cette fondation est très active et fait parler d'elle. D'abord parce qu'elle fait des colloques régulièrement, nous en avons déjà fait 3 en très peu de temps, qu'elle aide des écoles, elle verse des subventions, et elle s'est mise en quelque sorte au service de l'urgence éducative de manière extrêmement pragmatique, ce qui est évidemment très heureux. Voilà, je vais laisser la parole au coprésident du jury et je vous souhaite une excellente soirée, en m'excusant si vous voyez m'éclipser, parce que nous avons l'inauguration d'une exposition à Jacques-Marandré, que j'étais censé faire l'accueil des gens qui sont déjà en train de visiter sans moi. Enfin, il faudra que je me montre quand même. Donc je vous quitterai
quand il sera possible, pour aller rejoindre cette inauguration, enfin cette première ouverture de cette exposition, à laquelle je vous conseille d'aller. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Chancelier. Cédric Delétrange, est-ce que vous voulez bien dire quelques mots sur l'ambition du concours, la manière dont il a fonctionné, et puis peut-être aussi quelques mots sur les finalistes qui ont été en dernière étape auditionnés. Oui, très rapidement. Donc, le jury, coprésidé par Chantal Delsol et Denis Kessler, avec Virginie Subias, professeur de lettres classiques, docteur agrégé, Jérôme Dédéian et votre serviteur, s'est réuni le 19 janvier dernier en vue de déterminer un premier prix, un deuxième prix, dotés respectivement par la Fondation, grâce à ses donateurs, qu'on remercie pour leur présence et pour leur soutien, de 30 000 € pour le premier prix et 8 000 € pour le deuxième prix. Et donc, en application du règlement, il y avait eu une présélection qui avait été faite, et donc nous avons rencontré en visioconférence 6 projets tout à fait remarquables que je cite dans l'ordre où nous avons rencontré. Ne voyez aucune signification à l'ordre. L'école Saint-Nicolas, qui est une école Montessori et catholique à Briennon, dans la Loire, à côté de Roanne, une école primaire et un collège qui veut ouvrir à la rentrée prochaine, l'école La Fourmilière, en Ardèche, à Boffre, qui est une école élémentaire et maternelle, bilingue, français-anglais, et qui développe un concept d'école en forêt. Je cite ce qui nous a vraiment marqué lors de ces auditions. L'école L'Étoile Pyrénées, à Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, une école et un collège qui va ouvrir. L'école Tsama, qui veut dire ensemble en alsacien, zusammen, qui est donc dans la région des 3 frontières, allemande et suisse, dans le Haut-Rhin, à Kemps, qui est une école qui promeut à la fois la pédagogie Montessori, l'éco-citoyenneté et le multilinguisme, comme il se doit en Alsace. L'école Walt à Paris, déjà connue de certains visiteurs des manifestations de la Fondation Kéros, qui est en fait celle du 11e arrondissement et la première école d'un réseau d'écoles pour enfants neuroatypiques en Île-de-France, caractérisée par une grande adaptation aux enfants neuroatypiques et un fort taux d'encadrement. Et enfin, le collège Montessori-les Arches, qui est dans un château dans l'Oise, à Pont-Armé, également collège Montessori, qui a beaucoup de projets de développement. Voilà, je vais m'arrêter là pour interrompre le suspense et permettre la désignation des lauréats. Je vous remercie. Rappeler un petit peu les critères que nous cherchions à récompenser. Donc, il y a 3 caractéristiques principales. La première caractéristique, c'est d'avoir un haut niveau d'exigence dans la transmission de la culture française et classique. Donc, une exigence académique. Ça paraît aller de soi, mais dans une logique parfois un peu prégnante de renonciation à la transmission, parce que la transmission serait une forme d'oppression, etc., etc. Il vaut mieux le dire. Il vaut mieux dire que nous cherchons à encourager des écoles qui transmettent et qui sont fiers de transmettre la culture française et européenne dans toutes ses dimensions et dans la longue durée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous cherchons à mettre à l'honneur des établissements qui développent le sens de l'entreprise, de l'initiative, de la responsabilisation des enfants. Et ça, c'est beaucoup plus exotique pour la France. Cédric et Constance Delétrange, qui ont certains de leurs enfants scolarisés en Grande-Bretagne, savent bien qu'en Grande-Bretagne, c'est vraiment un des points forts de leur approche, et de créer des leaders, de créer des gens qui sont capables d'emmener derrière eux une équipe, de développer un projet, de susciter l'adhésion, de prendre la parole, de défendre un point de vue. Ce ne sont pas forcément des caractéristiques françaises. Lorsqu'il y a des études, on voit que les Français s'autocensurent, se dénigrent et s'estiment souvent cassés par le système scolaire français. Donc, vous voyez, nous essayons d'associer une grande exigence dans la transmission de la culture classique, exigence qu'on ne retrouve plus beaucoup aujourd'hui dans beaucoup d'écoles, qui semble être en péril, avec un souci de développer un état d'esprit, j'ai envie de dire, de la frontière, de l'aventure, de la prise de risque, de la prise de responsabilité, de la culture de vie, d'envie de faire des choses soi-même. Et cette association de 2 dimensions est assez rare en France. Et c'est ce type d'école que nous voulons susciter. Et c'est pour ça que nous avons créé ce concours. Et la 3e dimension, c'est une préoccupation sociale, puisqu'il ne s'agit pas de faire des écoles limitées à une petite élite qui pourrait se les permettre.
Il s'agit de faire des écoles qui puissent accepter et accueillir des enfants d'horizons sociaux, culturels, religieux, etc., divers. Donc voilà les critères qui ont présidé à la création de ce concours et puis qui, j'imagine, ont dû animer les membres du jury dans leur choix. Voilà, je voulais préciser ces éléments. Ce qui m'a frappé, c'est la diversité des candidats. Il y a vraiment, toutes ces écoles sont très différentes les unes des autres. Naturellement, nous avons classé selon des critères de sérieux, avec une ou deux qui nous ont paru peut-être un peu trop, disons, folklore, manquant peut-être un peu de rigueur. Parfois, la communication n'était pas très bien faite, on ne savait pas vraiment ce qu'il y avait derrière. Finalement, nous avons décidé de donner 2 prix, un gros et un plus petit, si on peut dire encore qu'il est petit, car il est encore assez gros, et ensuite une mention spéciale. Donc, le premier prix va à l'école Saint-Nicolas à Briennon, dans la Loire. C'est vraiment un immense honneur d'avoir reçu ce premier prix. Nous ne nous en sentons pas du tout dignes. Donc recevez vraiment toute notre gratitude et la gratitude de tous les bénévoles qui se donnent corps et âme depuis 2 ans pour maintenir cette école à flot. Donc ce premier prix va vraiment beaucoup nous aider pour ouvrir notre cycle 3 et notamment la classe de 6e. Évidemment, mes pensées vont à toutes les autres écoles qui ont concouru. Je sais, voilà, d'expérience combien c'est difficile de tenir ces écoles à flot. J'y ai passé quelques nuits depuis 3 ans, donc vraiment courage à vous également et merci pour tout ce que vous faites. Donc quand nous nous sommes mariés avec mon épouse, nous avons passé 4 ans à Paris au début de notre mariage, avant d'effectuer une sorte d'exode urbain qui nous semblait nécessaire pour revivifier les campagnes françaises. Donc Joseph, ici présent, mon fils aîné, a passé les 4 premières années de sa vie à Paris. C'est pourquoi j'ai décidé de l'emmener avec moi à la fois pour susciter une forme de réminiscence et en même temps pour qu'il voie ce à quoi nous avons renoncé. Alors je crois qu'il ne le regrette pas trop, en tout cas pour l'instant, nous verrons à l'adolescence. Et donc, en préparant un peu ce prix, en me demandant ce que je dirais si jamais j'avais l'heureuse chance de recevoir un de ces prix, eh bien je me suis dit que plutôt qu'un discours ennuyeux, il valait mieux que je laisse Joseph nous réciter une fable de La Fontaine. Joseph me faisait remarquer que La Fontaine était lui-même présent dans un coin de cette salle, donc cela tombe bien. Donc c'est une fable que vous connaissez sans doute tous, mais il est bon de la réentendre, et c'est une fable qui se veut être un hommage à la belle mission de la Fondation Kairos et un hommage à toutes les écoles libres du territoire français. Donc Joseph, la scène est à toi. Soyez indulgents, il a commencé à l'apprendre il y a 3 jours. Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue, aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup l'eût fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils y sont misérables. Cancre, air et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi, rien n'est assuré, point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire ?
Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant. Flatter ceux du logis à son maître complaire. Moyennant quoi sera votre salaire, sera force et relief. De toutes les façons, os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce là ?» lui dit-il. « Rien. »« Quoi, rien ? Peu de choses. Mais encore. Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. »« Attaché ?» dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » « Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Jean de La Fontaine. Un immense merci. Tu ramèneras le diplôme à l'école. Tout le monde t'acclamera. On va être revenu à Paris. Un immense merci, vraiment. Merci. Le deuxième prix, une école très différente de la première, l'école Tsama, dans le Haut-Rhin, dans un village dont je n'arrive pas à prononcer le nom parce qu'il n'y a, pas de voyelle, avec une dotation de 8 000 €. Alors, c'est déjà une surprise pour nous que de faire partie des deux lauréats. Donc, déjà, un grand merci à vous tous de nous avoir sélectionnés. Que de chemin parcouru, j'ai envie de dire. Donc, je me retrouvais beaucoup dans le discours de la première école. Beaucoup d'heures aussi de travail et de nuits de travail, j'ai envie de dire, puisqu'on est 100% bénévole pour avoir monté cette école. Donc voilà, l'ouverture de l'école, c'était en 2020. On est ici, donc on est quoi, deux ans après, à peu près, après l'ouverture de l'école. Et on a l'impression de vivre un petit peu un rêve éveillé, malgré la quantité de travail et tout ce qu'on a pu accomplir jusque-là. Donc c'est un immense honneur pour l'école Tsama de figurer parmi les finalistes et donc maintenant les lauréats donc du prix Kairos de la nouvelle école innovante. Et donc au nom de toute l'association, hein, donc là on est 3 aujourd'hui, il y a Cécile et Sylvain qui sont avec moi, donc membres du comité d'administration. J'en ai la présidence, mais c'est vraiment un collectif de familles qui s'est mis ensemble pour créer cette école. Donc au nom de toute l'association, donc les bénévoles, toute l'équipe pédagogique, les élèves, on vous remercie pour cette marque de confiance. Donc si on est ici aujourd'hui, donc c'est pour représenter toutes ces familles, c'est grâce à ces nombreuses heures de bénévolat, et vraiment l'objectif pour nous, on n'est pas du tout dans l'équipe pédagogique, donc nous ce que l'on fait c'est mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour mettre l'équipe pédagogique dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent porter tout ce qu'on a mis dans le projet pédagogique et les valeurs qu'on veut porter. Donc vous m'avez un petit peu dit à l'avance, donc Tsama, ça signifie effectivement ensemble en alsacien, et c'est vraiment ce qui fait le dénominateur commun de toutes nos actions. Donc il y a l'école, mais on a aussi donc une association avec des activités qui sont à côté et toujours en ligne avec ce qu'on veut faire. Donc l'école Tsama, c'est une école alternative indépendante qui propose, donc, comme vous l'avez dit, un ensemble de pédagogie active dans une école de la forêt. Donc on va de la maternelle et on vient d'ouvrir aussi un collège. Donc cela signifie que 50% du temps, les élèves sont à l'extérieur pour leur temps d'apprentissage. Donc on a une forêt qui est à côté de l'école. On a un jardin pédagogique donc, qui fait partie d'un tiers-lieu pédagogique dont je parlerai un petit peu après. Et on a une petite ferme pédagogique avec des animaux, donc actuellement des lapins et des poules. Et on espère pouvoir encore un petit peu développer cette petite ferme. Et le troisième pilier, vous en avez parlé aussi, c'est l'immersion trilingue. Donc on n'a pas, comme en Alsace, ça se fait beaucoup, les écoles bilingues, donc avec une journée en allemand et une journée en français. Nous, l'immersion, on le fait en prenant des volontaires européens qui viennent pour une année dans notre école et qui, du coup, parlent avec les enfants dans leur langue maternelle. Donc chez nous, c'est l'anglais et l'allemand. On est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au milieu de la région des 3 frontières, donc les langues et l'allemand sont très importantes. On a l'Allemagne à 10 minutes et la Suisse germanophone à 10 minutes aussi. Donc les objectifs du projet pédagogique, c'est l'autonomie. Donc il y a, je pense, beaucoup d'écoles qui vont se retrouver là-dedans. Favoriser l'expérimentation, de toucher du concret, faire de la pédagogie de projet.
Et pour ça, pour toujours donner un peu plus de confiance en eux aux enfants, pour qu'ils aient aussi la possibilité de s'exprimer. On a aussi un axe très important de coéducation. On veut vraiment donner la place aux parents dans l'apprentissage de ce que vont apprendre leurs enfants au quotidien. Et donc cette réussite éducative, elle est vraiment importante grâce à la collaboration parents-enfants-enseignants. Et donc on travaille énormément là-dessus pour développer le projet de plus en plus. L'éco-citoyenneté, on en a aussi parlé tout à l'heure, donc c'est un enjeu important aujourd'hui et de demain. Et donc l'idée, c'est vraiment de préparer la nouvelle génération à tous les challenges qu'on va avoir avec le climat, et donc la nécessité de respecter leur environnement dans lequel ils vivent. Et donc on travaille aussi beaucoup sur cet aspect-là avec eux. Et enfin, je dirais collaboration, apprendre à travailler en équipe, et vraiment prendre conscience que quand on travaille tous ensemble, on va beaucoup plus loin, et on arrive à atteindre des objectifs qui sont beaucoup plus élevés. Donc je vais rapidement quelques chiffres. L'école Sama en 2021, c'est donc l'école maternelle 20 enfants, l'école élémentaire c'est 25 enfants, et donc on vient tout fraîchement d'ouvrir le collège à la rentrée de septembre, et c'est 7 enfants à l'heure actuelle, donc de niveau 6e, et on va commencer donc du coup à accompagner les enfants jusqu'en 3e dans les prochaines années. Notre équipe pédagogique, c'est un équilibre entre des enseignants qui viennent de l'éducation nationale, des enseignants qui sont formés à la pédagogie Montessori, comme on a parlé tout à l'heure, des enseignants aussi qui ont suivi des pédagogies par la nature, donc pour faire l'école de la forêt, des éducateurs nature et, donc je le disais, des volontaires européens qui participent à cette immersion trilingue. Et donc pour finir, un petit mot sur l'environnement, donc dans lequel est maintenant l'école Sama. Donc je parlais des co-tiers-lieux pédagogiques, donc c'est ce qu'on a rejoint depuis la rentrée 2021, donc cette année. Donc un projet un peu plus large que l'école, dont l'école fait partie des piliers maintenant. Et donc c'est une collaboration avec 3-4 associations locales, donc à Kems. Et on a créé donc cet éco-tiers-lieu qui maintenant porte un nom depuis quelques jours. Ça s'appelle l'archipel de Kems. Et donc l'objectif, c'est des associations, donc essentiellement, à part nous qui sommes sur le côté éducatif, des associations qui sont plus sur le côté écologique. Il y a un groupement d'achat solidaire et il y a la municipalité de Kemps qui soutient énormément tous les projets. Donc c'est vraiment l'ensemble de tout ça qui fait ce beau projet d'éco-tiers-lieu, qui est vraiment au départ. Donc la mairie a mis à disposition un ancien stade de foot, et l'objectif maintenant, qui servait plus depuis 10 ans, et l'objectif c'est d'en faire un jardin pédagogique avec des zones de maraîchage et avec des zones de pédagogie, avec des aires pour que les enfants viennent à la terre et recommencent à faire ces activités-là. Donc ce grand projet, il a été sélectionné comme territoire d'expérimentation, donc pour la transition écologique, économique et solidaire. Et donc les élèves de l'école Sama, ils contribuent à ça, ils font partie comme pilier de ce grand projet. Et donc dans la pédagogie de projet qu'on met, ils vont développer des projets qui sont vraiment en lien avec le tiers-lieu et essayer de développer des activités autour de ça. Donc voilà un peu pour résumer ce qu'on essaye de faire depuis maintenant bientôt 3 ans. Et on va continuer, évidemment. Donc, un grand merci. Du coup, je termine là-dessus. Vraiment un grand merci, un chaleureux merci de nous avoir sélectionnés, de nous avoir permis de venir ici et dans cette magnifique salle. C'est vraiment une fierté pour nous et ça nous encourage à continuer dans ce sens-là. Et du coup, bravo aussi et félicitations à toutes les écoles qui ont participé. On était en train de lire un petit peu les différents projets et voilà, ça donne envie et ça montre que en France, il y a quand même beaucoup de projets qui sont motivés et qui donnent envie d'aller chercher des choses un petit peu différentes en termes de pédagogie. Donc merci beaucoup. Et pour la 3e, une école encore différente des 2 précédentes, qui s'occupe des enfants neuroatypiques, l'école Walt, dont on vient de vous parler un instant, qui est à Paris, qui est sans dotation, mais qui a une mention spéciale du jury. Et le jury, si j'ai bien compris, va l'aider pour trouver des financements, va l'aider particulièrement pour trouver des financements. Donc, vive félicitations aussi. Un immense merci pour le soutien répété de la Fondation Kairos. C'est vrai qu'on a participé à ce prix pour l'innovation, pas
pour solliciter peut-être un nouveau soutien parce que vous nous aviez déjà soutenu dans le passé, mais parce que vraiment l'innovation, c'est quelque chose qui nous tient vraiment très à cœur, et puis parce que aussi l'école a la chance de bénéficier de la taxe d'apprentissage, donc on a peut-être la chance, comparé à d'autres écoles, d'avoir des sources de financement qui sont peut-être plus faciles liées à notre activité spécifique. Donc on a voulu participer effectivement à ce prix pour l'innovation parce que notre école c'est vraiment au cœur de son projet d'innover pour les enfants atypiques, d'abord pour rassembler un ensemble d'expertise autour de ces enfants, parce que c'est vrai que l'équipe pluridisciplinaire est vraiment au cœur du succès, de leur succès futur, puisqu'on a vraiment besoin pour ces enfants d'associer une vraie école, une vraie pédagogie et des suivis pluridisciplinaires. Donc ça, c'est le principe un peu de base, peut-être évident, mais on est, je pense, une des très très rares structures en France privées à le proposer. Et d'associer un ensemble de pratiques, de méthodes innovantes qu'on a pu aller observer à l'étranger, et de s'appuyer aussi sur l'innovation scientifique, donc les dernières recherches et publications, pour permettre à ces enfants, à ces familles qui observent que les progrès de la science sont là, mais qui ne peuvent pas, eux, peut-être en bénéficier directement pour leurs enfants, parce que ce soit concret pour eux. Et d'accompagner ces enfants jusqu'à un épanouissement professionnel. Et c'est vrai que vous mentionnez aussi cette importance du système éducatif français de préparer ces enfants à devenir réellement acteurs de la société. Et pour les enfants neuroatypiques, c'est vrai que c'est une vraie opportunité manquée pour beaucoup, puisque un enfant sur 10 est neuroatypique, mais 80% d'entre eux seront sans emploi ou sous-employés par rapport à leurs capacités. Donc c'est vrai qu'on se prive d'une part de talent très, très important. Et donc nous, on a à cœur d'accompagner ces enfants sur ce qu'ils ont aussi de surcapacité et de les accompagner vers une vraie place professionnelle future. Voilà. Merci et bravo. Très heureux de participer à ce jury et je joins mes félicitations à celles qui ont été déjà exprimées. Moi, ça me rassure de voir cette émergence de projets, mais pas uniquement de projets, mais de réalisations dans le domaine éducatif. Ça fait longtemps que je ne crois plus dans les grands systèmes verticaux où on part d'en haut et on termine en bas. L'histoire nous montre que ces systèmes ont du mal à évoluer, n'arrivent pas à se transformer, deviennent ampoulés, difficiles, rigides, et on a malheureusement la démonstration permanente dans notre pays. Moi, je crois au contraire à des systèmes obliques, je crois à des systèmes ascendants, je crois à des systèmes horizontaux, dans lesquels des hommes et des femmes se groupent pour essayer d'innover, de changer, de transformer. Et on a la démonstration que cette voie-là marche. Elle est heuristique, j'aime les choses heuristiques, et l'heuristique, c'est tenter. De temps en temps, ça marche, de temps en temps, ça ne marche pas, il faut le reconnaître. Mais la seule manière de savoir si ça marche ou ça ne marche pas, c'est justement de lancer le projet, de le faire vivre, et de corriger les erreurs lorsqu'elles sont faites, et d'apprendre des erreurs des autres. Donc, ça me rassure vraiment fondamentalement. Tout le monde le sait, dans cette maison, nous militons pour une société de la connaissance. Je pense qu'il n'y a pas d'autre avenir à notre pays que de retrouver le sentier du développement de la connaissance. C'est un impératif catégorique. Il faut que les nouvelles générations qui montent soient équipées intellectuellement, culturellement, dans tous les domaines, des moyens qui lui permettront de comprendre. C'est une condition non seulement de l'avenir de notre pays, mais c'est une condition de la démocratie dans notre pays. Et donc tout ce qui peut contribuer à enrichir la connaissance par des initiatives comme celles qui nous ont été présentées, je considère pour ma part, c'est un message extraordinaire d'espoir. Et il faut que ces expériences se multiplient, il faut que ces expériences se développent. Et c'est la raison pour laquelle je me félicite que la Fondation Kairos ait pris l'initiative de récompenser ceux qui... J'ai appris des choses intéressantes, c'est les nuits blanches. C'est vrai qu'on monte un projet, c'est vrai d'une entreprise, c'est vrai d'un projet éducatif.
Il y a l'angoisse de la réussite, il y a toutes les paperasseries qu'il faut faire, il faut trouver les soutiens municipaux, l'environnement, il faut convaincre. C'est effectivement du bénévolat, mais c'est le bénévolat, à mon avis, qui est, pour moi, le meilleur investissement que l'on puisse faire pour les enfants et pour la nation. Donc de ce point de vue-là, félicitations vraiment aux équipes, et je souhaite que l'année prochaine, nous ayons 100 candidatures pour le prix, dans 2 ans 600 candidatures, et que finalement, grâce aux enseignements qu'on va tirer de tout ce que l'on voit à l'heure actuelle, on puisse faire des propositions crédibles et réalistes de transformation de l'école pour que vos innovations servent à toute une génération. Donc de ce point de vue-là, vous êtes des précurseurs, et j'ai toujours considéré que les précurseurs devaient être encensés. Je vous remercie. Alors, je voulais remercier de nouveau tous les membres du jury, Jérôme Dédéian qui aujourd'hui, pour illustrer la Société de la Connaissance, passait lui-même un diplôme. Il me disait à 53 ans, je repasse un diplôme pour montrer l'exemple à mes équipes. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Cédric Delétrange, donc, qui a cofondé et qui dirige avec moi la fondation Kéros, et bien sûr avec Chantal Delsol sous la présidence Xavier Darcos. Et puis Virginie Soubias, qui se bat avec ses élèves tous les jours pour allumer la flamme de la connaissance et de l'amour de la littérature et du latin et du grec. Voilà, donc c'est très important qu'on ait pu travailler ensemble pour délivrer ce prix. Ce prix donc, a vocation à être renouvelé chaque année, et donc les écoles peuvent candidater pour l'année prochaine. La condition, c'est d'avoir moins de 3 ans d'existence. C'est pour ça que pour l'instant on ne peut pas avoir 600 écoles qui candidatent, puisque en moyenne il y a 120 créations d'écoles par an. Comme on prend les 3 dernières années, on ne peut quand même pas en avoir autant que ça. L'autre restriction, c'est que pour l'instant du moins, ça changera peut-être à l'avenir, ce sont uniquement les écoles à but non lucratif qui sont éligibles à ce prix. Peut-être que ça changera demain, mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Et donc, ça restreint forcément aussi le champ des écoles éligibles. Ce qui fait que cette année, il y a à peu près 10% des écoles éligibles qui ont été candidates. Ce qui, pour une première année, dans le contexte du Covid, et un peu le contexte un peu flottant que nous connaissons en ce moment, est une réalité à peu près satisfaisante. Mais l'année prochaine, on aimerait qu'il y ait peut-être 30, 40, 50% des écoles qui ont moins de 3 ans qui candidatent. Et encore une fois, notre objectif, c'est de susciter plus de création d'écoles. Notre objectif, c'est qu'il y ait, à l'horizon de 2025, 2500 établissements, alors qu'aujourd'hui, il y en a à peu près 1700, 1800. Et notre objectif, c'est que ces établissements soient solides, pérennes, professionnels, structurés, tout en gardant un esprit maison, une âme spécifique, et donc en essayant de ne pas être normalisé. C'est toute la difficulté d'associer le professionnalisme sans rentrer dans une sorte de production en chaîne, sans état d'esprit, sans liberté, sans âme, dans lequel les charismes des fondateurs seraient étouffés. Et c'est quelque chose qui me paraît important et qui va peut-être à rebours de toute une partie d'une approche sociologique française qui a essayé de concevoir l'école malgré le charisme ou en étouffant le charisme potentiel des directeurs et des professeurs. Et ça me paraît profondément inhumain. On a le droit de considérer que, avant tout, il s'agit d'allumer une flamme lorsqu'il s'agit d'enseigner, et que donc ça passe par des êtres qui témoignent par la joie et par l'accomplissement personnel et la passion qu'ils manifestent du caractère palpitant de la vie de la connaissance et de l'esprit. Donc voilà un peu dans l'état d'esprit dans lequel nous travaillons. Donc je vous remercie tous d'avoir participé à cette cérémonie. À très bientôt.